Bonjour Eric, Bonjour Charlie, comment vas-tu? ça va, pour une fois on a plutôt beau temps en ce moment. Ça va, merci. Bon, bah, très bien. Écoute, merci à toi de nous donner un petit peu de ton temps pour parler des Français au Vietnam. Le Vietnam, c'est un pays dans lequel tu résides de façon continue depuis les années 2000, c'est ça? Mais est-ce que tu peux déjà... Depuis, oui, depuis août 2000. C'est ça. Et est-ce que tu pourrais nous dire déjà qu'est-ce qui t'a amené à venir au Vietnam? En fait, j'y avais passé une partie de mon enfance parce que mes parents y avaient travaillé ici, et de 66 à 75, donc j'ai vécu 9 ans enfant. Je suis parti 4 mois après la chute de Saigon. Bon, c'est un ensemble de circonstances qui a fait qu'après, je ne pouvais pas revenir, mais j'avais envie de revenir. Je suis revenu en touriste euh, 3 semaines début 91, le pays commençait à se rouvrir, et idem début 92. Et après, j'ai cherché à venir y travailler, et j'y ai travaillé un an de août 95 à août 96. Je suis rentré en France, je suis revenu 2 fois 2 mois en 99, et j'ai décidé de m'y établir à Hanoï en août 2000. Donc, au total, pas loin d'un tiers de siècle au Vietnam. Et c'est finalement en raison de choix de mes parents que je suis ici aujourd'hui. Donc, tu es maintenant, comme tu nous as dit, basé à Hanoï, le Vietnam, un pays que tu connais désormais très bien. Est-ce que tu pourrais nous parler de la communauté française qui y vit? Oui, un peu en tout cas, ou les communautés, parce que d'une part, le milieu expatrié est assez différent entre Hanoï et Saigon, avec souvent des antagonismes à l'égard de l'autre ville, qui peuvent être plus forts d'ailleurs que chez les Vietnamiens. Et d'une manière générale, mon impression est que la communauté est assez cloisonnée entre différents cercles professionnels, entre les gens de l'ambassade et des grands groupes d'une part, ceux qui ont monté des PME, ceux qui ont monté des petites boutiques ou des restos, les profs, les gens qui travaillent dans les ONG, qui se croisent assez peu. Euh, Autrement, bon, c'est assez varié, donc par la force des choses. Je crois que globalement, ça ne se passe pas trop mal, enfin en période Covid, euh, avec peut-être parfois des surprises. Je crois que plus qu'ailleurs, les Français viennent au Vietnam avec une idée ou une mythologie indo-chinoise en tête, même pour ceux qui n'y étaient pas nés, quand les Français étaient encore là, et découvrent un pays qui ne correspond pas du tout à l'image qu'ils s'en faisaient. Euh, mais bon, c'est assez normal. D'une part, le temps a passé, et d'autre part, le, la, la guerre n'imprègne plus tellement les esprits ici, alors qu'elle continue à générer euh, une, une image un peu fantasmée en France. Et tu nous parlais de Hanoï et Saigon. Où se situe la plupart, la majorité de la communauté française? Plutôt à Hanoï? Non, la grosse majorité des Français du Vietnam sont à Saigon, enfin, à Saigon et les provinces adjacentes. C'est là que sont la grosse majorité des entreprises françaises. À Hanoï, il y a quelques entreprises, mais surtout des bureaux de représentation, parce que bon, Hanoï est le siège du gouvernement, donc les grands groupes ont tous leur bureau de représentation ici. Mais c'est une atmosphère dans la communauté française qui est moins entrepreneuriale. Les gens qui ont monté des sociétés localement sont beaucoup plus au sud. Et puis, il y en a une partie qui sont dans le centre, autour de Da Nang. Euh, mais bon, ça reste minoritaire par rapport aux deux grandes villes. Donc, c'est beaucoup plus au sud et l'atmosphère est assez différente. Euh, Saigon donne une impression, Saigon ou Ho Chi Minh Ville, donne une impression beaucoup plus occidentalisée. À Hanoï, on arrive, on se rend compte quand même assez rapidement qu'on est dans un univers différent. À Saigon, on peut avoir l'impression que
c'est pas si différent que ça. Ce qui, à mon avis, peut être la source d'erreur parce que fondamentalement, au-delà des différences entre le Nord et le Sud, les Vietnamiens restent Vietnamiens, même si l'habillage peut être différent. Et qu'est-ce qui fait que tous ces Français décident de venir s'installer au Vietnam? Alors, tu nous as un petit peu évoqué le côté professionnel. Est-ce que tu pourrais te développer un petit peu plus et peut-être nous donner d'autres raisons? Ben, il y a un côté professionnel, il y a un certain nombre d'entreprises ayant leur siège en France qui envoient leurs représentants ici. Enfin bon, la Chambre de commerce française regroupe moins de 300 entreprises, donc c'est pas colossal. Mais bon, ça représente une partie du tissu d'entreprise français. Il y a des gens qui sont arrivés au fil du temps et qui ont perçu des créneaux dans différents domaines et qui ont monté leur entreprise. Souvent des entreprises qui marchent mieux d'ailleurs que les filiales de grands groupes. Enfin, toutes choses égales par ailleurs. Il y a chez des jeunes, enfin bon, jeunes étant de 20 à 35 ans, des coups de cœur qui peuvent être pour le pays, pour ses paysages, pour ses femmes. Mais ça peut être un peu trompeur parce que bon, les Vietnamiens sont souriants et accueillants. Ça n'est pas pour autant qu'il est facile de travailler ici. C'est probablement l'un des pays que je connais où il est le plus difficile de travailler pour des étrangers. Non pas qu'on essaye de vous créer des difficultés systématiquement, mais parce que le mode de travail, le mode de pensée est vraiment radicalement différent. Les rythmes temporels sont différents, les, les priorités peuvent être différentes et les difficultés vont dans les deux sens. Les Vietnamiens ont du mal à comprendre que les entreprises en France soient fermées chaque fois qu'il y a une occasion de vacances. Ici, à part les 3 premiers jours de l'année lunaire, on ne s'arrête jamais. On peut très bien être contacté pour un motif professionnel à 22 heures ou un dimanche ou un 25 décembre. On ne s'arrête jamais. Et qu'une entreprise ne puisse pas être rejointe en France parce qu'on est le 15 août ou parce que c'est le week-end, parce que droit à la déconnexion, etc., c'est quelque chose qui n'est pas compris du tout. Donc, il y a des modes de travail, des modes de pensée, un mode de vie qui est quand même assez radicalement différent. Les Vietnamiens se sont beaucoup occidentalisés en 20 ans, mais enfin, occidentalisés. Ils ont rejoint les courants de la mondialisation. Cela dit, les influences culturelles aujourd'hui sont beaucoup plus coréennes, japonaises, voire américaines que européennes. Donc une approche beaucoup plus libérale finalement que ce que l'on connaît en Europe. Ça peut paraître surprenant dans un pays officiellement communiste, mais c'est le cas. C'est-à-dire un Français, par exemple, qui viendrait s'installer au Vietnam, qu'est-ce qu'il va retrouver et qu'est-ce qu'il ne va pas retrouver en comparaison avec sa vie en France ou plus généralement en Europe ou en Occident? Et puis par rapport à l'idée qu'ils s'en fait, par exemple, beaucoup de gens s'attendent à trouver un pays francophone. Très peu de gens parlent français. Et dès qu'on sort du milieu touristique, vraiment très peu. On peut se débrouiller dans pratiquement toutes les villes avec l'anglais, qu'ils parlent souvent mieux que les Français, en fait, ce qui n'est pas très difficile. Euh, mais c'est les, c'est les modes de, alors, mode de travail, euh, l'absence de frontières entre la vie privée et le travail, le caractère souvent extrêmement familial de la gestion. Un patron vietnamien a une conception très, très paternaliste en fait, de son capitalisme. Et ça va être un peu un patron de droit divin, mais qui a aussi des obligations presque familiales à l'égard de ses employés. Il y a la présence dans le travail, ça peut décontenancer beaucoup de Français, et je l'ai constaté lors de formations interculturelles que j'organisais. La, la superstition est très présente.
Dans pratiquement tous les bureaux vietnamiens, il y a un hôtel au génie de la maison. Il y a un certain nombre de coutumes qu'on respecte. Euh, bon, quand on emménage dans nos bureaux, il y a un certain nombre de rites. Quand au moment du nouvel an lunaire, on offre des petites enveloppes rouges avec des étrennes dedans, c'est rien du tout. Ça peut être même de l'argent symbolique. Mais si on ne le fait pas, on vous dira rien. Mais on se met en dehors. Donc, un patron français qui viendrait donc, et qui aurait des employés vietnamiens, ce serait conseillé qu'il s'adapte à ses coutumes locales. Je pense que le premier conseil que je donnerais à un patron, et même de manière générale à un Français qui viendrait ici, c'est de venir sans idée préconçue, enfin autant que possible, l'esprit ouvert et de s'adapter. Alors, s'adapter, ça veut dire essayer de comprendre les usages, les coutumes, ne pas imposer sa propre manière de travailler et essayer de, sinon de s'intégrer, parce que je crois que ce n'est pas possible pour quelqu'un qui n'est pas né dans un environnement éducatif vietnamien, au moins de s'adapter, de faire des efforts. Ça implique d'apprendre quelques mots, pas forcément savoir parler vietnamien, mais faire l'effort et ne pas, ne pas juger ce qui peut nous sembler des superstitions d'un autre âge. Ils sont très superstitieux et on va devoir souvent être confronté à des demandes d'absence parce que c'est l'anniversaire de la mort du grand-père ou du cousin ou de l'oncle. Euh, Ça, c'est fréquent parce que les familles sont étendues. Et il est extrêmement difficile de refuser parce que ça ne serait pas compris. Et donc, il ne s'agit pas non plus de tout accepter, mais de prendre conscience du fait qu'il y a des usages contre lesquels on ne peut rien si on veut établir un rapport détendu. Qu'est-ce que tu voulais, tu as Une- mentionné les idées préconçues. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Quelles idées préconçues on aurait, nous, Français ou Européens, qui en fait se révéleraient être fausses? alors, c'est plus spécifiquement les Français. C'est de penser qu'on va se trouver dans un pays qui est encore très imprégné de l'influence française et qui nous attend à bras ouverts. Ce n'est pas le cas. Alors, il y a encore un certain nombre d'infrastructures qui remontent à la période française, ce qui fait quand même 75 ans. Euh, mais les jeunes, euh, souvent, ne connaissent pas la France, ils connaissent l'Europe, mais ils ne savent même pas ce que représente la France. Bon, ça a un peu changé avec l'élection d'Emmanuel Macron, parce que c'était un président tellement hors norme, avec une femme plus âgée, que ça a frappé les esprits. Euh, mais globalement, ils connaissent assez peu la France. Donc, ne pas s'attendre à être connu, encore moins reconnu, euh, et ne pas avoir en tête des images qui viennent de reportages ou de lectures ou simplement d'un imaginaire remontant à un siècle. Ça n'est plus le cas. Donc, en venant Euh, s'installer au Vietnam, ne pas essayer de capitaliser sur sa nationalité française en se disant j'arrive, je suis français, je vais réussir partout, mais vraiment faire l'effort de s'adapter aux oui. coutumes locales. D'autant que chaque fois qu'il y a des rencontres officielles, on a droit au même discours sempiternel sur l'éternelle amitié entre le Vietnam et la France, une histoire partagée. Bon, euh, c'est du discours officiel. Et ça n'est que ça. Ça ne veut pas dire que chez un certain nombre de Vietnamiens et chez un certain nombre d'officiels, il n'y ait pas une sympathie. Il y a, je pense, des points communs. Peut-être plus avec une France qui a disparu. Il y avait un côté très semblable dans la débrouillardise, dans le système D. Mais ça, je crois que c'était valable en France il y a 50 ans, ça ne l'est plus tellement. Mais bon, il peut y avoir des points communs culturels. Le, il faut aussi s'affranchir du désir
de prouver qu'on a raison. Ça, c'est un travers qu'ont peut-être plus les Français qu'aux d'autres. Et ça les fait percevoir comme souvent un peu rigides par les Vietnamiens. C'est quand même surprenant de voir que on n'est pas le premier fournisseur européen ici, on n'est pas le premier partenaire commercial. L'Allemagne vend 3 fois plus que nous. Euh, les Anglais, même les Néerlandais font mieux que nous. Donc, et ça, ce ne sont pas des raisons qui tiennent uniquement à l'image des produits. Ça tient au fait que je crois qu'ils viennent justement sans a priori. Se disant, bon, ben, c'est un pays d'Extrême-Orient parmi d'autres. On sait que dans tous les pays d'Extrême-Orient, l'approche est différente de celle qu'on connaît en Europe. Bien, on fait ce qu'il faut, quoi. Donc même les Allemands qui, en France, ont la réputation d'être rigides, ici, le sont perçus comme l'étant beaucoup moins que les Français. Et donc vraiment une adaptation voilà, au local et une souplesse qu'il faut aussi, Souplesse. voilà, une souplesse. Souplesse et patience. La patience est certainement quelque chose qu'on ne peut pas couper. Un projet, bon, en tout cas, quand on travaille avec le public et le parapublic, ce qui est mon cas, donc c'est l'expérience que j'ai la plus forte. Un projet va pas se conclure en 3 semaines. Entre le moment où on fait une présentation, on a des premières discussions, et le moment où il se conclut, il peut s'écouler 1 an, 2 ans, voire plus. Donc, il faut être prêt dès le départ à attendre, en relançant, mais vraiment à attendre. Quand ils sont très motivés, ça prend rarement moins de 6 mois. Donc, il faut être patient, euh, établir des rapports normaux. Et les rapports normaux, j'entends par là ni regarder les Vietnamiens de haut, ni à l'inverse considérer que tout ce qu'ils font est bon. Ça n'est pas le Et cas. justement, puisque tu nous parles de ces relations, est-ce que c'est facile, et pas juste côté business, mais même dans la vie de tous les jours, est-ce que c'est facile de s'intégrer à la population vietnamienne? Est-ce qu'il y a beaucoup Alors, d'échanges? je dirais oui et non. Intégrer, moi, quand je suis rentré en France en 75, j'ai dû m'adapter à la France. Je n'avais jamais vécu en France. Je ne peux pas dire que je me sois vraiment intégré, alors que j'étais culturellement français. Donc ici, c'est encore plus, par la force des choses, difficile. Mais s'adapter et se faire des amis, en tout cas des connaissances très proches, oui, c'est possible. Je crois, d'après les échos que j'ai, je crois que c'est plus facile qu'en Thaïlande, par exemple. Je connais beaucoup moins bien la Thaïlande, mais les échos que j'ai, c'est qu'il y a une distance beaucoup plus forte qui est maintenue vis-à-vis des étrangers. Ici, les Vietnamiens ne sont pas distants. Euh, Au contraire, il est très facile de se lier. Je pense que des relations solides sont peut-être plus faciles quand elles ne sont pas dans un cadre professionnel. Ça évacue les notions d'intérêt, d'argent, etc. Mais c'est tout à fait faisable. Mais donc, avoir une relation, je dirais, normale, euh, ni négative ni positive, et c'est très vite perçu. Quand, si on le regarde de haut, un Vietnamien va mal réagir comme nous, on réagirait mal de la même manière. Donc, c'est tout à fait normal. Donc, je pense que oui, il est possible d'avoir des relations régulières et assez proches avec des Vietnamiens. C'est pas un problème. C'est encore plus facile si on manifeste un intérêt, une curiosité pour le pays. C'est pas simplement du travail. Ça, c'est l'un des problèmes qui peut se poser, c'est que très souvent, les discussions importantes n'ont pas lieu euh, dans les bureaux, dans les réunions officielles. Elles ont lieu au resto, dans une brasserie, dans une gargote, euh, où on va parler 5-10 minutes de travail, et puis on va créer le lien. Il est extrêmement important de créer le lien. Il y a comment dire,
un aspect qui peut paraître contradictoire. Les Vietnamiens, depuis 20 ans, raisonnent en toutes circonstances en fonction d'intérêts financiers, de l'argent. Mais inversement, ils sont extrêmement fleur bleue. Et les rapports que l'on établit avec les gens sont vraiment d'ordre sentimental. Beaucoup plus qu'en France, je pense. Donc, on ne peut pas dire qu'une approche est meilleure que l'autre. C'est simplement différent. Et ça peut décontenancer. D'accord. Et j'aimerais également revenir sur ce que tu avais dit au début de cette interview, les raisons qui poussaient les Français à venir s'installer au Vietnam. Tu as parlé d'une sorte de coup de cœur pour notamment les paysages. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ces paysages au Vietnam? Pourquoi un coup de cœur? Parce que, j'en dirais pas beaucoup plus que ce qu'on trouve dans les brochures touristiques, mais c'est vrai qu'il y a des sites comme la Baie d'Along est mondialement connue, et il y a d'autres, il y a de très belles plages, il y a des montagnes qui sont pas très élevées, autour de 3000 mètres, mais les sites vers la frontière chinoise font penser à d'anciennes peintures chinoises à l'encre de Chine avec des montagnes brumeuses. Bon, il y a beaucoup de paysages qui sont connus ou moins connus, mais frappants parce que très beaux. On comprend bien pourquoi certains Français ont décidé de venir s'expatrier dans ce pays. Maintenant, tout ça a eu un coup de frein dans beaucoup de pays d'Asie et Océanie à cause de la pandémie de Covid-19. Quel impact ça a eu sur la communauté française au Vietnam? Est-ce que vous aviez pu sortir, rentrer dans ce pays? Est-ce que vous avez pu vous faire vacciner? Comment ça s'est passé? Alors, la première année, l'impact a été localement extrêmement faible. Le Vietnam a été l'un des 3 ou 4 pays qui a le mieux résisté. Et jusqu'à fin avril de cette année, c'était négligeable. L'impact, en tout cas, sur la vie qu'on menait ici. Il y a eu quelques périodes de confinement, mais assez légers, ça allait. Il y avait un impact plus fort sur les échanges avec le monde extérieur. Parce qu'effectivement, il était quand même plus difficile de sortir et de revenir, avec des quarantaines à durée variable selon les périodes, mais qui étaient pénibles et coûteuses, puisque à notre charge. Et pour les gens qui exportent ou qui importent, un coût du fret maritime qui, dans certains cas, a été multiplié par 10. Donc ça, je pense que ça joue dans tous les pays de la région. Ça a joué. La situation a changé à partir de fin avril, début mai, où le variant Delta a provoqué une explosion du nombre de cas ici. Et à partir de début juillet, on était vraiment en crise, avec dans certains endroits, en particulier Saigon et les provinces alentours, une crise qui relevait plus d'une crise humanitaire que sanitaire. C'était vraiment, vraiment très grave. Depuis mi-octobre, ça va mieux. Donc la vie est à peu près normale. À Hanoï, c'est à peu près la même chose. Enfin, il y a des variantes selon les provinces. Chaque province a quand même une certaine autonomie pour décider des mesures. Mais bon, à Hanoï, maintenant, on peut à nouveau manger dans les restaurants, on peut se déplacer dans la ville. Pas de passe sanitaire au Vietnam? Euh, on ne l'a pas encore officiellement, mais la plupart des restaurants ou des grandes surfaces vous demandent de montrer si vous êtes vacciné ou non. Et en tout cas, ce qui est fait, ils utilisent des applications de traçage. C'est que dès qu'on entre dans un nouvel endroit, il faut scanner un QR code pour que, si jamais des cas sont repérés à cet endroit, on puisse repérer toutes les personnes qui ont été dans cet endroit. Donc, c'est quand même assez suivi. Les réunions importantes les événements publics sont quasiment interdits. Donc ça reste encore difficile. Quand on sort de la ville pour aller dans d'autres provinces, là c'est variable, mais en règle générale, il
il y a un minima des contrôles sanitaires et on peut vous forcer à faire une quarantaine. Et concernant la Ou une- vaccination, est-ce que le Vietnam a pu vacciner même les étrangers? euh, oui et non. Euh, pour ce qui est des Français, c'est l'ambassade de France qui s'en est occupée, qui, au terme de plusieurs mois de discussion avec les autorités, a obtenu l'autorisation en juillet de faire venir des vaccins et de vacciner la communauté française. Ce qui a pu être fait à Saïgon et à Hanoï, pas dans les autres provinces, parce que les autorités vietnamiennes n'ont pas accordé l'autorisation. Euh, et je pense que quasiment toute la communauté française des deux grandes villes, donc au moins 90% de la population de la communauté du pays, est vaccinée maintenant. Pas tous, parce que même si on en a moins qu'en France, il y a quand même quelques anti-vax. Mais bon, c'est essentiel. Et avec 2 doses. Ce qu'ils ont commencé à faire en septembre, non, en octobre, c'est fin octobre, début novembre, la vaccination des 12-18 ans. Donc ça, c'est tout récent. Ils ont reçu une première dose, la deuxième dans quelques jours. Et donc ça, c'est organisé par l'ambassade de France, qui a été la première ambassade occidentale à obtenir ça. Bon, depuis, il y en a 3 ou 4 qui ont pu l'obtenir aussi. Enfin, c'est pas majoritaire. Il a été possible, il est encore possible dans certains cas, mais pas partout, de se faire vacciner auprès des Vietnamiens. Mais il y a eu, enfin, c'est pas toujours faisable. Enfin, dans le principe, c'est possible. D'accord. Alors, le problème n'est pas tant les étrangers que l'insuffisance pour l'instant de la couverture vaccinale du pays. Je pense que d'ici la fin de l'année, ils vont atteindre à peu près les 2 tiers de la population. Une couverture quasi totale n'est, je pense, pas envisageable avant avril. Est-ce que les frontières sont encore fermées? Un Français pourrait-il venir, entrer et sortir de ce pays? Ou est-ce qu'il faut demander une autorisation? Alors, ça dépend si c'est quelqu'un qui veut venir travailler ou vivre ici ou un touriste. Pour le tourisme, ils ont rouvert il y a quelques semaines 4-5 sites touristiques où on peut aller librement, mais sans trop en sortir, et en passant par des agences accréditées. Il y a Phuquoc, il y a un site pas loin de la baie d'Along, enfin, il y a quelques sites comme ça. Euh, pour des gens qui vivent ici, c'est un peu plus difficile. Il y a une petite procédure. Normalement, il n'y a pas trop de problèmes, mais on ne sait jamais. Et il y a en tout cas une quarantaine qui, pour l'instant, est de 7 jours en hôtel que l'on paye euh, pour les gens qui sont totalement vaccinés et qui ont un test PCR négatif. Je crois qu'il n'est plus possible de venir au Vietnam si on n'est pas totalement vacciné avec un test négatif. D'accord. Bah, écoute, je crois, Eric, que tu nous as bien dépeint la situation actuelle, mais aussi donné de nombreux conseils, notamment pour les Français qui souhaiteraient venir s'installer, et notamment côté business au Vietnam. Donc, un grand merci à toi. Merci pour ton temps et pour tous tes conseils. Je t'en prie. À très Merci bientôt. et bonne fin de journée. Au revoir.